Très chers amis, bienvenue à Géopolitique Internationale, pléonasme que je me plais, dont je me plais d'user. Bon, nous félicitons d'abord l'Association des États du Sahel dont le lancement a eu lieu il y a de cela 2 semaines, je crois, à Niamey, la capitale du Niger. Ces États-là, nous espérons qu'ils ont compris qu'il y a un abcès autour d'eux. Cet abcès, ce n'est que la CEDEAO et d'autres États francophones, et les États francophones de cette zone de la CEDEAO. La CEDEAO qui n'est qu'une marionnette entre les mains de l'Occident. Donc, la CEDEAO n'est pas là pour développer la communauté, les communautés africaines habitant la CEDEAO, mais la CEDEAO n'est là que pour gérer les intérêts des multinationales françaises, etc. etc. C'est le cas au Sénégal avec Orange qui est là, qui gère, qui se fait beaucoup d'argent avec notre téléphone, alors qu'elles n'ont rien investi. C'est Abdou Diouf qui les avait amenés ici après la dévaluation du franc CFA. Et ils se font beaucoup d'argent à Orange. Ils ont remplacé Alizé qui avait tout créé, l'investissement avait été fait, paralysé par les Sénégalais. Et on a chassé Alizé, on a dit maintenant Orange. Vous ne nous appelez plus Alizé, vous appelez Orange. Ce sont ces injustices-là qu'il faut arrêter. Et tant que ces injustices-là, qu'on n'a pas procédé à un retour à une nationalisation de nos entreprises, parler d'indépendance, c'est raconter des histoires. Bon, ils ont compris, nous espérons pour eux, que la CEDEAO est un abcès. Et les abcès, on les crève, il faut les crever. Il n'y a pas d'avenir. L'avenir de l'Afrique, ça ne se fera pas à travers la CEDEAO ni à travers l'Union africaine, parce que c'est des succursales des intérêts occidentaux. Ils sont comme l'Israël africain que constitue le Rwanda, qui est en train de commettre un génocide qui est en train de poursuivre son génocide au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Paul Kagame qui est sans cœur, qui est comme le RSF soudanais, qui est sans cœur, qui est en train de procéder lui aussi de perpétrer un génocide au Soudan. Mais puisque c'est des alliés des Occidentaux, des États-Unis, et que les Américains eux-mêmes sont racistes qu'ils sont en train de les financer, ça passe. Donc, ces États de l'Afrique, des alliances du Sahel, j'espère qu'ils ont compris que leur population a besoin de manger. Parce que sans nourriture, sans manger, il n'y a rien. Qu'on puisse avoir, un être doit pouvoir manger, quel que soit l'être. Tout être vivant doit manger, que ce soit un arbre, que ce soit un truc, doit s'alimenter. Donc, si on refuse, depuis 64 ans, on ne parvient pas à avoir une indépendance agricole, assurer l'autosuffisance agricole de nos populations, ça veut dire que nous ne sommes pas des États. Nous ne sommes pas encore des États. Donc, nous les félicitons, mais nous espérons qu'ils ont compris beaucoup de choses. Ils tentent de mettre en commun leurs ressources minières afin de développer, de mettre des moyens à la disposition, d'autres moyens à la disposition de la population. Nous espérons qu'ils vont continuer à le faire. Et l'aspect sécuritaire est très important. L'aspect sécuritaire plutôt est très important. Cela dit, Israël voudrait attaquer le Hezbollah. Mais il est évident que Israël qui a perdu 500 tanks, 500 chars de combat déjà à Gaza, qui reconnaît avoir perdu 700 soldats à Gaza. Il est évident que s'ils font face à la furie de Hezbollah, ils vont savoir que ces pertes-là ne sont rien, ne constituent rien que comme pertes. Ce seront ces pertes-là ne constitueront rien vis-à-vis des pertes qu'ils subiraient face à Hezbollah. Et d'autant plus que le Hezbollah a énormément d'armes, énormément de missiles, énormément de roquettes, a énormément de drones, parvient à filmer des bases militaires israéliennes sans que même Israël ne soit au courant. Parvient à infiltrer l'Iron Dome sans que l'Iron Dome ne puisse réagir. Donc,
Ils accusent les Hezbollah d'avoir visé des Druzes. Ces Druzes-là, c'est des Syriens. Ils refusent même d'avoir la nationalité. Ils ont refusé la nationalité israélienne. Parmi eux-mêmes, il y en a beaucoup qui combattent la présence israélienne à Gaza, qui combattent de façon pacifique, je veux dire. Ces gens-là estiment être des Syriens. Maintenant, Ben Netanyahu est parti aux États-Unis. Il y a eu du cinéma qui a été fait là-bas au Congrès, où les gens applaudissaient toutes les 3 minutes, se lever pour applaudir. C'est du cinéma. Cela me permet de parler aussi de Donald Trump un peu, dont les gens... Donald Trump. Je ne suis pas pour l'assassinat de ces gens-là, mais Donald Trump a lui-même assassiné sans hésiter le général iranien, le général Soleimani, qui se rendait en Irak parce qu'il devait avoir une rencontre avec des Saoudiens en Irak. Donald Trump était au courant de cette rencontre-là. Il l'a fait assassiner. Avec aussi un autre général irakien qu'il avait assassiné. Les Irakiens avaient décidé de renvoyer les bases américaines d'Irak. Et Donald Trump les a menacés en leur disant que si vous le faites, je vous infligerai des sanctions qui feront que vous ne vous releverez plus économiquement, donc encore moins socialement. Voilà Donald Trump. Donald Trump qui est sorti de l'accord sur les, comme ils appellent ça, JCPOA, Joint Common Policy Agreement on Iran. C'était l'accord sur le nucléaire iranien. Il est sorti de ça en prétendant que oui, il n'en veut pas, l'Iran n'est pas sérieux. Alors que c'est un accord qui avait été même signé par les Nations Unies aussi, par tous les membres permanents des Nations Unies. Et par aussi l'Allemagne. Mais il s'en foutait, il est sorti de JCPOA, de la Joint Common Policy Agreement en Iran. L'accord qu'on dit, l'accord sur le nucléaire iranien. C'est lui qui a mis des soldats. Ces soldats occupent des champs pétrolifères, là où il y a le plus de champs pétrolifères syriens, là, il est en train d'exploiter ça. Avec les Kurdes, avec la complicité des Kurdes, qui sont des salopards. Les Kurdes syriens. Donald Trump est l'individu qui a le plus pris de sanctions contre le président américain qui a le plus pris de sanctions contre la Russie. À ce jour, c'est Donald Trump. C'est lui-même qui s'est retiré de l'ARNF, Intermediate Nuclear Forces Treaty, le traité sur les armes nucléaires intermédiaires. C'est lui qui en est ressorti, c'était avec la Russie. Il en est ressorti comme ça. Il est ressorti aussi dans notre accord avec la Russie. J'ai oublié le nom m'échappe maintenant. Donc, Donald Trump n'a jamais aimé même les Russes et n'aimera jamais les Russes. Bien, pour revenir donc à Netanyahu, il n'a qu'à s'en attaquer à Hezbollah. Son armée, lorsqu'on a demandé à l'armée d'étendre le front, et donc de prendre des femmes, de les intégrer dans l'armée afin de pouvoir étendre le front, l'armée a dit que ce n'est pas possible parce qu'ils n'ont plus assez de tanks. Ils ont 500 chars de combat, ils ont peu de munitions. S'ils veulent intégrer les femmes, ces dernières doivent attendre décembre 2025. Donc des gens qui n'ont même pas assez d'armes pour étendre le front à Gaza, comment peuvent-ils attaquer Hezbollah? Sinon, s'ils veulent se suicider. Et les militaires ont compris, les militaires savent que c'est un suicide. Militaires qui leur demandaient d'ouvrir un front contre le Hezbollah qui a beaucoup plus d'armes, qui est beaucoup plus expérimenté que le Hamas. Le Hezbollah a participé à faire une guerre contre l'État islamique, contre d'autres, contre les Américains là-bas en Syrie. Donc, c'est un suicide. Même l'ambassadeur, je crois, M. Amérique, Alester Crooks, lorsqu'il a été invité par George Napolitano, sur son site George Napolitano, c'est lundi 29, il a dit écoutez, les Israéliens, ils ont même tenté de survoler le Liban avec leur F-35, mais le Hezbollah a balancé un missile SAM. Ça a failli atteindre le F-35, donc dont la furtivité n'est que de nom. Le F-35, l'avion militaire le plus cher, l'avion furtif le plus cher. Et l'équipage a fait rapidement demi-tour pour éviter une humiliation, parce que s'ils avaient été atteints, un F-35 israélien atteint par le Hezbollah, ce serait la catastrophe. C'est l'ambassadeur, l'autre, comment encore, Alester Crooks, qui l'a dit. Puis ambassadeur aux États-Unis, en Arabie Saoudite et autres. Ben. Donc, Israël
Et Israël est en train de subir aussi les foudres des Houthis yéménites. Ils ont perdu déjà 500 chars de combat, ils ont annoncé avoir perdu 700 soldats dans la mésaventure de Gaza. Ils ont été bêtes pour plonger dans la gueule du loup, ce piège que leur avait tendu le Hamas le 7 octobre. Israël n'a plus d'avenir pour moi dans le Moyen-Orient. Soit ils comprennent très vite qu'il faut un cessez-le-feu et qu'il faut maintenant revoir les termes de la coexistence avec les Palestiniens, soit ils disparaissent, ou bien soit ils disparaissent en utilisant leur arme nucléaire aussi. Cela dit, nous passons à l'Ukraine. L'Ukraine où les Russes avancent tous les jours, prennent des villages. Chaque jour qui passe fait que des villages ukrainiens sont perdus par les Ukrainiens. D'ailleurs, il y a un correspondant de Kiev Independent, je crois qu'il s'appelle Yuri Patrusov, qui a dit que les soldats russes maintenant avancent à une vitesse inouïe. Que les Ukrainiens même se perdent, ne savent plus leur tenir la tête au niveau de l'ouest, de la zone centre plutôt du Donbass, de Donetsk, dans l'état de Donetsk. Et même l'allemand, là, le journaliste allemand du RFK, je ne sais plus comment RFK a dit que, écoutez, ces gens-là, je ne vois pas comment on pourrait les arrêter. L'armée russe, je ne vois pas comment on pourrait les arrêter. Ils dépassent de loin l'armée ukrainienne. Et d'ailleurs, Alexandre Syrski, qui est le chef d'état-major général de l'armée ukrainienne, dans une interview à The Guardian, je crois que c'était le jeudi 24 juillet, il a dit que the Ukrainian army is outgunned, outnumbered and outfought. Outgunned, outnumbered, outfought. Que les Russes ont beaucoup plus d'armes que les Ukrainiens. Que les Russes sont beaucoup plus nombreux, les soldats russes, je veux dire, sont plus nombreux que les soldats ukrainiens. Et que les soldats russes, en termes d'expérience de bataille, dépassent les Ukrainiens. Ce qu'il a dit même que les F-16, ils ne vont pas les amener près de la ligne de front. Dans la mesure où ces F-16, si les Russes vont les détecter immédiatement, ils vont les abattre. Parce qu'il n'y a rien de tel que la force, qu'il a dit que la défense aérienne russe et que leurs avions. C'est Alexandre Syrski, l'actuel chef d'état-major général de l'armée ukrainienne, qui l'a avoué. Lui qui a remplacé Zalouzny, qui a été limogé par Zelensky. Donc, les Ukrainiens savent qu'ils se font dépasser. Même la brigade, il y a 2 brigades d'élite, considérées comme les brigades d'élite de l'armée ukrainienne, la 47e et la 30e, ont été détruites par les Russes. Elles n'ont plus de capacité de combat. La 80e brigade qui a failli être qui a été dépêchée vers Tchassov-Yar pour reprendre les positions qu'ont conquises récemment les soldats russes, leur colonel a refusé de les déployer, se disant que c'est suicidaire. Ce colonel a été rappelé, a été arrêté. Ils ont dans leur site, ils ont écrit pour demander la libération de leur colonel. Que le colonel a très bien raison, que cette mission est suicidaire. La 79e brigade, elle constate chaque jour qu'elle n'a fait que reculer devant les Russes du niveau de Donetsk, sud de Donetsk plutôt. Voilà l'armée ukrainienne. Elle ne peut pas tenir face aux Russes. La seule solution, c'est d'aller en négociation, mais c'est que Zelensky refuse. Il veut obtenir un gel, un stalemate. Mais les Russes ne vont jamais accepter un stalemate, un gel des combats statique. Ils ne vont pas l'accepter. D'autant plus qu'ils sont en train de gagner, d'avancer. Pourquoi accepteraient-ils de faire un stalemate, de s'arrêter? Aucun sens. Même en passant, soit dit en passant, des officiers suédois ont dit dans un site YouTube, je ne sais plus les références du site, qu'il n'y a rien de tel qu'un avion furtif. Ça, les avions furtifs là, ça appartient au passé. La furtivité des avions, c'est des choses du passé. Les avions ne peuvent plus être furtifs par un moyen technologique très au point, très pointilleux, qu'ont les systèmes de défense aérienne actuellement. Et qu'ont les avions même de combat actuellement. Que même certains ont dit que les F-35 là ne sont que des fighter jets, que ce sont que des avions de combat. Et puis, pas rentable parce que le F-35 ne peut amener qu'un certain nombre réduit de missiles par rapport à d'autres.
Ça fait le combat. Bon, bref, pour revenir à nos moutons donc, les Ukrainiens n'ont pas les moyens de tenir. Donald Trump n'a fait que constater le trou noir que constitue le fait d'envoyer des armes. Ils ont déjà envoyé 200 milliards, plus de 200 milliards de dollars aux Ukrainiens pour des armes et autres. Ils constatent que c'est un trou noir et qu'au contraire, ils ont gagné. Donc autant arrêter cette guerre, geler le conflit. Ce que les Russes n'accepteront jamais de faire. Ils ne vont pas geler un conflit. Ils vont gagner. Ils vont la poursuivre jusqu'à la fin. S'ils veulent, ils n'ont qu'à négocier, les Ukrainiens. S'ils ne veulent pas, c'est leur affaire. Parce que les Russes risquent d'aller jusqu'à Kiev, mettre un terme à ce pouvoir, installer un autre pouvoir et signer, imposer les termes de la capitulation. Donc, nous autres Africains, nous devons savoir que nous devons nous battre pour l'avenir de nos pays. Nous ne sommes pas là pour jouer à des Paul Kagame ou à des trucs, pour être là que pour défendre les intérêts des Européens. Pourquoi bon, les Occidentaux qui nous ont fait la guerre, qui nous ont fait la traite négrière, qui nous ont colonisés, qui sont en train de piller nos ressources depuis lors. Pourquoi vouloir s'assujettir à ces Occidentaux? Quelqu'un qui se rend, comme le président sénégalais qui se rend en France, le président Macron, qui le reçoit pour quelques minutes, puis il va voir Abdou Diouf. Mais voir Abdou Diouf même se faire un aveu de taille. Abdou Diouf, c'était, après Ouattara, le plus grand défenseur des intérêts de la France-Afrique en Afrique. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'après sa défaite, qu'on l'a nommé secrétaire général de la francophonie. Et vous vous rendez compte, quand on va voir Abdou Diouf, ça veut dire qu'on est pour la continuité, le changement dans la continuité. Autrement dit, le changement dans la continuité, on ne change rien. On continue ce qui était ici. Le Sénégal devient toujours une succursale des intérêts français. Orange est là en train de piller notre truc en télécommunications. Les multinationales françaises se font beaucoup d'intérêts ici, Total, Eiffage et autres. Et j'en passe. Et les Sénégalais sont de plus en plus pauvres, n'ont même pas les moyens d'aller acheter des médicaments, ni de manger. Ils attaquent l'océan pour aller en Europe. Parce qu'il n'y a plus d'espoir ici. L'espoir, les dirigeants qu'on a ici ont déjà assassiné l'espoir. Et que les Sénégalais ne nous en mettent pas en parlant de ouais, non, ils ont accepté d'être décisifs. Ils ont voté pour ces gens-là sans même tenir compte de ce que les autres leur disaient. Et donc ils méritent leur sort aussi. Hein. Quand on est là pour jouer avec du feu, mais quand on se fait brûler, on doit s'en prendre à soi-même. Pourquoi voter pour des gens qui sont comme ça, qui n'ont aucun principe, que le seul principe qu'ils voulaient, c'est d'accéder au pouvoir, ils sont au pouvoir, ils vont gérer ce pouvoir. Point barre. Ils ne vont pas renoncer à la caisse noire. Je n'ai rien dit, jamais au monde. 20 milliards. Et pourtant, avec 80 milliards, on peut se faire un hôpital qui aura 9 étages, avec au niveau de chaque étage, 9 étages, avec au niveau de chaque étage 100 à 200 lits. Alors que les hôpitaux qu'on a ici, conçus aussi à Touba, à 32 milliards, c'est 300 lits. 300 lits pour 32 milliards. 35 milliards plutôt. À Tiaoune, pareil. Alors qu'on pouvait avoir des hôpitaux qui auraient donc au minimum 700 à 1000 lits avec 80 milliards de francs CFA. Eux, ils ont 20 milliards par an, multiplier ça par 4, ça vous fait 80 milliards. Donc, ils préfèrent prendre les 20 milliards plutôt que de nous faire des hôpitaux. À nous autres Sénégalais. Et voilà ce que nous méritons, parce que c'est nous qui avons voté pour eux. C'est nous qui ne voulons pas de véritables changements. Et que non, il faut qu'on change la constitution, qu'on dise que un président qui est entretenu, nourri, logé, blanchi, qui voyage à nos dépens, pourquoi lui donner 11 milliards de caisses noires? Mais c'est inadmissible, c'est ridicule, c'est du n'importe quoi. Les Sénégalais n'aiment pas réfléchir. Ils n'aiment pas écouter les gens qui leur disent mais attention, faites attention, écoutez-nous. Ils croyaient avoir raison. Voilà leur raison. Leur raison, c'est qu'ils ne raisonnent pas, mais qu'ils raisonnent avec eux, sans aigu. Très chers amis, au revoir. Et bien, merci de votre patience.